Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle séance du séminaire Perspectives transaméricaines organisée conjointement par l'Institut des Amériques et l'École normale supérieure de la rue d'Ulm. Et aujourd'hui, nous avons une séance originale sur la danse, puisque le titre exact est le suivant: Troubles dans les nationalismes culturels, danse scénique et migration de gestes au pluriel entre les États-Unis et l'Amérique latine au XXe siècle. Et pour traiter un tel sujet, pour ce grand écart spectaculaire, eh bien, nous aurons deux invités que nous allons bientôt vous présenter et deux modérateurs de la séance, à savoir Christine Zumello, professeure de civilisation des États-Unis à la Sorbonne Nouvelle, et moi-même, Paul-Henri Giraud, professeur d'études hispaniques contemporaines à l'Université de Lille. Et donc, je laisse tout de suite la parole à Christine. Merci beaucoup, Paul-Henri. Je suis très, très heureuse d'accueillir ce soir Claudie Servian et Ivan Jiménez. Donc, je voudrais d'abord présenter Ivan avant de lui donner la parole pour ce séminaire croisé dans tous les sens aujourd'hui. Donc, Ivan Jiménez est un chercheur en études latino-américaines. Il est maître de conférence à l'université Paris-Est Créteil, au département de LEA. Et il travaille dans plusieurs domaines. Donc, j'ai aussi la très grande joie de présenter certains aspects des domaines dans lesquels il travaille. En littérature, il étudie la correspondance entre histoire et fiction chez plusieurs romanciers de l'Argentine et de la Colombie. En théâtre, il a plusieurs projets artistiques qui ont commencé en 2012 avec la mise en scène d'un triptyque de monologues du cubain Abilio Estevez. En danse, vous verrez d'ailleurs ce soir qu'il s'intéresse à la dimension politique des gestes et au rapport avec le passé historique dans les pièces contemporaines. Il travaille actuellement à la publication, il prépare une publication sur le travail chorégraphique de Sylvain Groux, avec un volet à propos de sa collaboration avec des collectifs amateurs, et les collectifs en question sont en particulier le carnet Danse et Territoire au pluriel et le Ballet du Nord. En parallèle, il avance aussi dans la traduction en espagnol de l'ouvrage de Michel Bernard qui s'intitule De la création chorégraphique. Et ses recherches les plus récentes portent sur les mobilités, les transferts gestuels et les enjeux du nationalisme dans le parcours de quelques danseurs et danseuses chorégraphes en Amérique latine. Donc, il va nous parler ce soir plus particulièrement de deux couples de danseurs-danseuses, mais il travaille sur trois d'entre eux, donc je les cite très rapidement avant de donner la parole à Ivan. Alicia, Fernando et Alberto Alonso, qui sont les fondateurs du Palais national de Cuba. Il a publié d'ailleurs une Carmen contre une autre, en cache une autre, pardon, et il va nous en parler ce soir. Il travaille aussi sur le duo dont il va aussi parler ce soir, le duo dit le folklore stylisé, Los Daros, du Colombien Dario Arboleda et Ofelia Betancourt. Et puis un dernier groupe de danza teatro qui est dirigé par la danseuse et chorégraphe Monika Donkovnik, 1970-1990. Donc je donne la parole à Ivan avec très grand plaisir tout de suite. You're very welcome, Ivan, and we're all ears. Thank you very much. Et bonsoir à tous. Merci beaucoup à toute l'équipe de l'IDEA. Un grand merci à Claudie Servian d'avoir accepté de participer à cette séance parce que ça lui demande un petit effort ou un grand effort peut-être. Donc, merci beaucoup. Alors, et puis merci aussi aux personnes qui vont écouter notre échange. Alors, bien. Alors que tout au long du XXe siècle, la volonté de domination des États-Unis a systématiquement jalonné leurs relations politiques et économiques avec l'Amérique latine,
l'histoire de la danse manifeste quelques transferts culturels qui semblent aller au-delà des clivages entre les deux territoires. Et pour ouvrir une perspective transaméricaine dans le domaine de la danse, j'ai souhaité partager avec vous quelques résultats des 2 études des cas que je mène depuis 5 ans sur la base des diverses sources. Et le premier, alors, concerne la mobilité et la maturité professionnelle des 3 fondateurs du Ballet national de Cuba, Fernando, Alicia et Alberto Alonso. Fernando et Alicia ayant été mari et époux pendant un certain temps, quelques années, et Alberto donc étant le frère de Fernando. Dans les années 1940 et pendant leurs années de formation, ils entrent en contact avec les héritiers ou continuateurs des ballets russes de Diaghilev. Donc, ça me semble important de souligner ça. Et notamment par leur séjour à New York, à un moment où les États-Unis exercent un contrôle fort sur les plans économiques et politiques de l'île. Mais cela leur permet donc d'aller régulièrement à New York et de participer, de travailler avec les naissantes compagnies états-uniennes, l'American Ballet Caravan ou l'American Ballet Theatre, par exemple. Donc là, je passe rapidement des images de Alicia Alonso et ses collaborations à l'American Ballet Theatre. On pourra y revenir, mais c'est par exemple un moment important qui va beaucoup déterminer sa relation avec ce ballet célèbre dans son répertoire, Giselle, donc qui lui a été transmis par les danseurs anglais, britanniques qui travaillaient avec elle à l'American Ballet Theatre. Donc, le deuxième cas, ça concerne un duo dit de folklore moderne. Je cite, ce sont eux-mêmes qui disent ça. Donc, formé par le Colombien Darío Arboleda et la Colombienne Ophelia Betancourt. Et Darío ayant fait une partie de sa carrière à partir de la fin des années 70 ici en Europe. Et donc, et entre la fin des années 1950 et la fin des années 1960, il mène une activité professionnelle centrée sur l'interprétation des danses dites folkloriques de la Colombie et d'autres pays de l'Amérique du Sud. Ils sont nés à la cordillère occidentale de la Colombie, dans la région caféière, et ils vont se former notamment à la ville de Cali, et donc dans l'occident de la Colombie, et dans un institut, l'Instituto Popular de Cultura, et donc, qui est fondé en 1946 et qui va promouvoir, et comme d'autres instituts par la suite, cette idée du folklore, c'est-à-dire des danses régionales colombiennes comme une culture nationale. Donc, eux, ils vont s'imprégner de ces traditions-là. Et bon, on pourra y revenir sur les moments de l'histoire politique qui, en Colombie, correspondent à leur parcours. Alors, donc ces 2 cas sont très différents. Donc l'un, celui d'Alonso, relève plutôt d'une histoire de la danse des figures connues, voilà, presque des célébrités. Et celui d'Arof relève plutôt de la petite histoire ou du genre mineur. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça, et dans les bons sens du terme. Et on pourra y revenir. Cependant, alors dans les contextes de l'après-guerre, à un moment où pour toute l'ère latino-américaine se pose la question de savoir comment répondre, comment faire entendre des voix propres face à la volonté des puissances des autres nations, les États-Unis, les pays européens, l'Union soviétique. Donc on constate dans les 2 cas la présence d'un sentiment nationaliste qui semble nourrir le désir de danser et qui donc nous amène à nous poser la question de savoir comment fonctionne ce sentiment d'appartenance nationale chez un danseur, chez une danseuse. La réponse voilà, n'est pas unique, il y a une diversité des prises de position possibles.
Et alors, pour le concept de nationalisme et de sentiment national, j'ai plutôt eu recours aux travaux de l'ethnomusicologue, donc qui a beaucoup travaillé sur l'Amérique latine, et Thomas Turino. Et voilà, un article qu'il consacre bon, à certains cas emblématiques en Amérique latine, hein, enfin, Vargas au Brésil, Perón en Argentine, Velasco au Pérou. Et, et disons que d'un côté, Turino va souligner le fait que cette idée de la nation comme unité culturelle est plutôt propre du XXe siècle, pas tellement, par exemple, du XIXe siècle. Et que les gouvernements avaient donc été intéressés à promouvoir cette idée pour intégrer des vastes secteurs de la population, hein, donc les masses, et pour les inclure hein, dans cette unité culturelle. Et c'est un processus qu'il associe très clairement au développement du capitalisme. C'est-à-dire que par l'intermédiaire de cette promotion des cultures nationales, où le folklore va jouer un rôle très important, et il va s'agir aussi de faire des masses, des ouvriers d'un côté et des consommateurs de l'autre. Donc, c'est son idée, c'est une idée que j'explore, j'imagine qu'elle sera à nuancer, mais voilà. Et l'autre aspect qui m'a beaucoup intéressé du travail de Turino, pardon, c'est pas Torino, mais Turino, c'est le fait qu'il insiste sur l'idée que le nationalisme culturel, donc l'appartenance à cette unité nation, et, et, et a du sens et dans une sorte de cadre international. Hein. C'est un peu un regard ou face à d'autres nations que le nationalisme culturel naît ou est promu chez les acteurs sociaux. Euh, et puis, un dernier aspect, il me semble que pour Los Alonso, ça correspond vraiment très bien, c'est le fait que les promoteurs de la culture nationale, donc en l'occurrence pour hein, le ballet national de Cuba, et ils ont très cosmopolite. Et donc, il y a un élément de cosmopolitisme hein, à l'intérieur du nationalisme. Et donc une communication de 1953 de Fernando Alonso où il donc, va défendre cette idée d'un ballet national est très intéressant, l'idée d'un ballet latino-américain capable de un peu être à la hauteur hein, des productions européennes, par exemple. Bon, ici, il y a un entretien en anglais, hein, parce qu'ils étaient tous anglophones, d'Alicia Alonso aussi, très intéressant. Je vais plutôt me concentrer alors sur le troisième, hein, donc le chorégraphe Alberto Alonso, qui est des trois Alonso, et peut-être, hein, j'ai l'impression que c'est celui qui a le plus exploré les genres afro-cubains et des cultures, de la culture populaire donc dans l'île. Alors, il a travaillé dans une sorte d'interface entre les ballets classiques, les comédies musicales, les cabarets. À un moment aussi, et dans les années 50, donc il convient de ne pas l'oublier, et l'historiographie francophone le montre très bien. Donc, je pense aux travaux de Marcel Quilleveret ou de Jacobo Machover ou d'Emmanuel Vincenot, des historiens qui ont beaucoup travaillé sur la Havane et qui montrent qu'un peu Cuba, malgré et donc, la dictature hein, féroce de Batista, eh bien, était quand même à la pointe de certaines industries, hein, la télévision, le cinéma, l'audiovisuel. Et donc, cela fait un marché de travail pour les danseurs, pour les chorégraphes, et Alberto Alonso, dans son parcours, le montre très, très bien. Et Alberto Alonso, dans ses entretiens, donc, notamment avec l'historien Miguel Cabrera, il va beaucoup insister sur son contact avec des intellectuels, donc promoteurs qui veulent forger cette culture nationale, mais il va aussi insister sur le fait
que pour lui, ça a été important de voir le mouvement jazz aux États-Unis, ce qu'il appelle les mouvements jazz, qu'il trouvait très intéressant. Et lui-même, il a travaillé dans des comédies musicales. Enfin, là, la photo en bas, c'est donc une chorégraphie d'Eugene Loring et Yolanda and the Fifth, donc très connue. Et il faisait partie donc du collectif, quoi, de ce qu'on pourrait appeler les corps de ballet. Il y a, d'une certaine manière, il y a donc une série de chorégraphies d'Alberto Alonso et donc autour de El Solar, donc un mot qui à Cuba désigne plutôt les voisinages dans les vieux immeubles de la Havane, donc toujours en lien avec cette idée du quartier. Et alors il y a un devenir de cette pièce-là qui commence donc par une pièce de 10 minutes de cabaret et qui deviendra ensuite en 1963 un ballet de 45 minutes et qui donnera lieu ensuite à une pièce scénique qui tourne, qui vient ici à Paris et qui ira à Moscou et finalement qui donne lieu à un film, Un Dia en el Solar, que vous pouvez donc voir sur YouTube. Mais l'intéressant alors de toute cette histoire, c'est qu'en 1965, quand la pièce scénique arrive à Moscou, eh bien, Maya Plisetskaya, la célèbre danseuse russe, la prima ballerina assoluta du Bolchoï, regarde cette comédie musicale et elle pense y avoir trouvé le langage de la Carmen qu'elle rêvait de danser depuis très longtemps. Donc, elle propose à Alberto Alonso de danser, de chorégraphier pour elle et Carmen, et la pièce voit les jours en 1967, le 20 avril, me semble-t-il. Et donc, il y aura une deuxième version avec Alicia Alonso, créée la même année, et Carmen, et donc en août 1967. Pour la version d'Alicia Alonso, on enlève suite. Donc, mais dans tout cela, il me semble, c'est-à-dire qu'on voit cette chorégraphie et il y a plein de registres gestuels. Il y a bien sûr les gestes considérés comme andalous, il y a les écoles, donc l'école soviétique et de ballet, mais moi je vois aussi quelque chose de jazzy dans les gestes. Et on en parlait très peu, et peut-être, je ne dis pas que ça n'a pas été perçu, probablement si, mais on en parle très peu. Et je crois qu'il y a un peu de cette, enfin, de la pratique jazz, et un peu à la Jerome Robbins qui glisse dans cette création des Carmen soviétiques. Donc, bon, on pourra y revenir aussi, mais West Side Story constitue un nœud important pour la transmission de ce jazz blanc, sachant que West Side Story porte donc dans ses danses et des gestes dansés considérés comme latinos et même hispaniques. On pourra le voir dans la partie américaine. Et moi, là où je vois le plus ces gestes jazzy, qui me semble du coup un peu comme arriver un peu par contrebande, par l'intermédiaire des Cubains. Et c'est surtout dans le dynamisme des groupes des garçons, des synchronies avec des mouvements très directs et des torsions, un peu comme on peut les voir là sur les photos. Donc bon, j'arrête là pour les cas cubains. Je passe rapidement sur cette référence donc à Celia Cruz, donc voilà, star de l'époque, qui a une chanson et donc qui dit l'étrangeté du rock and roll de l'époque et qui est en train d'arriver en Amérique latine. Ahora un ritmo nuevo apareció y es el inquietante rock and roll, l'étrange et inquiétant rock and roll. Et il me semble, alors, pour faire le lien avec Los Darov, quelqu'un m'a demandé si, parce que dans la tournée, ils ont fait une tournée latino-américaine qui commence en 1959. Et donc là, on les voit à Lima avec les rois du rock and roll, Bill Haley. Et ils avaient donc la pratique du folklore et en même temps
il faisait cohabiter, et de plus en plus d'ailleurs, cette pratique du folklore avec ce qu'ils appelaient les acrobaties, donc une sorte de modernité, hein, des éléments modernisateurs dans les portées. Et, et, et donc, los Darov, alors ils vont faire cette tournée qui va les amener à partir des 59. Donc, et d'abord en Équateur, ensuite au Pérou, ensuite au Chili, ensuite en Argentine, ensuite l'Uruguay, ensuite le Brésil et retour en Colombie en 1963. Et ils vont travailler et dans tous les contextes socio-professionnels concernant le développement des industries du spectacle. Donc, déjà les plateaux télé, mais aussi les boîtes de nuit. Donc, moi, je vois un rapprochement très fort, enfin une ressemblance entre les lieux de ce qu'ils appelaient à l'époque les grilles, donc des lieux de divertissement pour la classe moyenne urbaine latino-américaine. Et, 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 donc, ça me rappelle un peu les contextes de travail et aussi d'Alberto Alonso. Et donc là, nous avons los Darov dans les plateaux télé. Et chez eux aussi, on va trouver alors ces sentiments nationalistes à la fois la fierté d'amener les danses colombiennes ailleurs, donc en Patagonie ou dans les Suds, et puis un autre élément très important qui est celui de la fraternité latino-américaine, par cette pratique un peu, disons, avec les collègues danseurs, et ils vont apprendre d'autres danses, et puis il y a ces sentiments d'appartenance latino-américaine que l'on peut aussi aisément constater. Mais il y a le rock'n'roll, je pense, qui passe par là. Et donc cet étrange rock'n'roll a eu un effet aussi dans la pratique de los Darov, et qui va les amener, eux, selon les besoins des lieux qui les embauchent, qui va les amener à faire des adaptations. Par exemple, raccourcir la jupe pour la vitesse des tours, pour rendre la danse plus attrayante. Ophélia le dit qu'il fallait, surtout pour la partie qu'elle appelle la plus internationale. Et donc là, bon, c'est des images. Pour los Darov, il y a cette histoire autour de leur nom, Darío et Ophélia Darov, parce qu'au moment de la crise des missiles, en 1962, et ils sont en tournée, et donc à leur arrivée dans certaines villes, on craint qu'ils ne soient russes et communistes, donc tout cela crée des attentes et même des soupçons. Et bon, après, ils éclaircissaient très rapidement, voilà, que ce n'était pas politiquement lié à leur activité, et bon, ça, c'était plutôt, enfin, un motif pour, voilà, des échanges plus sympathiques par la suite. Et donc, mais bon, ça, c'est quand même un aspect intéressant des imaginaires de l'époque. Et ce que je voudrais donc dire, c'est que il y a deux choses qui m'intéressent. C'est chez los Darov, l'identification de Darío au protagoniste de West Side Story, le chef des Sharks portoricains. Et donc, le comédien, il s'appelle Georges Chakiris, à qui il ressemblait d'ailleurs et qu'il s'amusait à imiter d'un côté. Et puis chez Ophélia, cette histoire de la jupe que si on aura le temps de voir, enfin plus tard, et donc ressemble aux danses de I Like to Be in America. Alors, donc, ces deux cas latino-américains, Los Alonso et Los Darov, donc, sont représentatifs de ce qu'est l'histoire culturelle de la danse, en particulier celle qui s'intéresse à la migration des gestes, c'est depuis un certain temps, à savoir que la volonté des puissances des États-nations instaure des cloisons ou des fractures, mais que le travail des artistes de la danse introduit des articulations, des zones des passages, et que cette visibilité des images sur les écrans pour les danseurs
ou sur les plateaux d'ailleurs, donne lieu à une dynamique purement kinesthésique. Là, je cite Michel Bernard. Et donc, pour conclure, alors que, oui, ce sont des processus d'identification kinesthésique chez les danseurs qui vont bien au-delà des frontières géopolitiques. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Ivan. Je propose peut-être que Paul-Henri présente Claudie Servian et qu'on écoute Claudie, et ensuite qu'on puisse amorcer le dialogue à 2, à 4 et aussi avec tous nos écoutants. Très bien, merci beaucoup Christine et bien sûr Ivan. Alors évidemment, on a été très intéressés et frustrés de ne pas voir danser ces danseurs, mais dans la deuxième partie du séminaire, on pourra peut-être visionner quelques secondes de danse pour mettre un peu de mouvement dans ces images fixes. Alors, il me revient le plaisir et l'honneur de présenter notre collègue Claudie Servian, qui est maîtresse de conférences en études anglophones à l'université Grenoble-Alpes. Elle a suivi une formation par ailleurs de danse à New York. Elle est spécialiste de l'art états-unien, notamment de l'art scénique, théâtre et danse. Donc Claudie enseigne les études états-uniennes, américaines, mais en même temps, elle enseigne la danse à l'université de Grenoble. Et donc, c'est cette double spécialité qui est très originale et qui va aujourd'hui prendre tout son sens. Parmi ses publications, on peut citer l'ouvrage Les pionniers d'une danse américaine en 2010 aux éditions Publibook Université. Et puis, quelques articles au hasard. En 2012, Crise de la représentation chez les chorégraphes américains des années 60, aux presses universitaires de Rennes, dans un ouvrage sur la contestation en Amérique et sur la contre-culture des 60s. En 2018, un article dans la revue de l'Institut des Amériques, IDEAS, numéro 11, qui était consacré aux modernités au pluriel dans les Amériques. Eh bien, Claudie Servian avait publié un article sur les modernités au pluriel chez Martha Graham et Doris Humphrey, artistes fondatrices de la danse états-unienne. Enfin, en 2019, un article dans la revue Textes et Contextes porté sur le traitement du silence dans l'espace chorégraphique états-unien du XXe siècle. Et là, en 2021, pour terminer cette présentation, elle vient de publier un article intitulé « L'hybridité culturelle de la danse états-unienne dès la fin du XIXe siècle ». Pardon, ce n'est pas un article, c'est un ouvrage chez L'Harmattan. Donc, cette question de l'hybridité culturelle est au cœur de sa préoccupation, comme nous allons le constater maintenant dans son intervention. Et je voudrais vraiment vous remercier très chaleureusement, Claudie, d'avoir souhaité maintenir votre participation malgré un petit accident qui est arrivé la semaine dernière. Mais vous êtes là, vous êtes avec tout votre enthousiasme et je vous donne la parole. Merci, Claudie. Je vous remercie beaucoup, Paul-Henri, pour cette intervention. Je remercie l'équipe qui est actuellement avec moi pour parler de la danse. Alors, avant de commencer ma communication, je tiens également à remercier Angelo Monaco, qui a pris le temps de répondre à mes questions concernant José Limon, parce qu'il a travaillé à la Juilliard avec Betty Jones, une fidèle adepte de José Limon. Et donc, il a pris beaucoup de temps pour m'aider. L'Amérique latine, prise dans la spirale de plusieurs crises politiques, économiques et sociales à partir des années 30, intéresse certains chorégraphes nord-américains qui utilisent cette thématique dans leur chorégraphie. J'ai choisi de procéder à des études de cas pour observer des chorégraphes qui ont le sens de mission à accomplir et d'engagement à travers des fractures, des déplacements de frontières esthétiques et artistiques. J'analyse de parcours, de pratiques, de personnalités afin d'exposer comment ces deux artistes ont traversé plus ou moins directement des événements qui ont déchiré le Mexique. Cette réflexion permet de réfléchir grâce à des exemples précis et de déterminer à quel niveau l'art chorégraphique rend compte d'événements qui ont traversé un pays. Je vous ai mis un texte de Limon, de Choreographic Credo, dans lequel j'ai souligné des phrases dont il faudra se souvenir pendant ma communication. The vision of dance as an art capable of the sublimity of tragedy,
exemplifies supreme artistic discipline and impeccable form. The artist's function is perpetually to be the voice and conscience of the time. Ça, c'est à retenir pendant toute la communication. Lester Horton et José Limón ont quelques points en commun. Horton est considéré comme l'un des pionniers de la danse moderne, mais sur la côte ouest. Limón est un représentant de cette dernière. Horton assiste à un spectacle de Techun et de rue de Saint-Denis où est représentée une chorégraphie aztèque. Limón subit l'influence de ces deux chorégraphes par l'intermédiaire de Humphrey, qui a fait des études à la Denichun. Horton et Limón s'intéressent à la culture amérindienne et à celle des Indiens du Mexique. Ils utilisent certains mouvements de danse indienne, totem dance, hunting dance, medicine dance. Ces danses possèdent des gestes symboliques compris par les tribus, mais compris également par tout le monde, des lignes du corps, des actions de la tête, des façons de marteler le sol, porteuses de signification. Une particularité de ces deux chorégraphes, ils ne subissent pas la censure des artistes en Amérique latine ou à Cuba, ce qui leur laisse des marges de manœuvre leur permettant de travailler librement et de s'exprimer librement sur des sujets polémiques de certains pays. Pour reprendre les mots de Horton, we must express everyday problems for the betterment of mankind. Larry Warren, son biographe, explique dans Ivory Tower, express his contempt for those who close their eyes to the conflicts of the real world. Comment cette liberté d'expression se manifeste-t-elle pour évoquer des sujets engagés comme la Révolution mexicaine? Nous allons donc passer au choréodrame de Lester Horton et ensuite nous verrons la théâtralisation de l'action chez José Limón. On peut passer donc à Lester Horton et ses choréodrames et au concept de choréodrame. Dans le Los Angeles Tribune, on peut lire le concept de choréodrame sacrifie la danse pour mettre l'accent sur l'histoire. Ce concept consiste en la fusion du théâtre et de la danse en utilisant des matériaux ethniques. The modern dance wishes to go forward. There is much to learn about movement. The modern schools are all concerned with techniques, but not at the sacrifice of content or something to say. Lester Horton utilise des thématiques mexicaines, illustrées par une grande variété de styles et de mouvements. Mound Builders, avec deux sections, le serpent à plumes, inspiré de la célébration aztèque du soleil et de la terre, et la Madone noire divisée en Dance for the Revolution, Dance to Zapata, Dance into Solidarity. Dance to Zapata est un hommage bien entendu aux héros, et The American Dancer Critic parle de Dances à Propaganda. Les chorégraphies donc narratives, afin de rendre ces danses plus compréhensibles, Horton approfondit les coutumes mexicaines en se liant d'amitié avec les Mexicains américains de Los Angeles. Il mémorise leurs chants, embauche un danseur mexicain-américain, Reynaldo Alarcón, que l'on voit sur cette photo, qui lui enseigne ses danses. Il apprend puis transforme pour créer de nouvelles versions. En 1938, il crée Conquest avec, dans les rôles principaux, Levinsky et Cunningham. Mexico est pour lui le symbole de la lutte pour une justice sociale et économique. Dans la partie Tierra et Libertad, les mouvements des personnages espagnols sont caractérisés par un port de tête élégant, des battements de jambes élevés, alors que les mouvements des personnages mexicains sont proches du sol, utilisent le sol. Dans cette pièce, Horton combine le folklore, son intérêt pour les formes ethniques dans le but de raconter et de signifier. Les costumes et les couleurs, les lumières sont utilisées également de façon significative et enrichissent le mouvement pour apporter un supplément de sens. Le danseur doit appréhender un environnement tridimensionnel, rich in sculptural masses, employing color and light in a significant way, utilizing the effectiveness of costume to enrich movement and meaning. Grand admirateur des artistes mexicains Roscoe et Rivera, de la couleur et des formes de l'art folklorique populaire, il compose un hommage à Orozco. José Limón, donc cette œuvre est saluée par la critique, persuadé que the technique can derive from subject matter. Cette œuvre shows a man and a woman, Mexican peasant, both marching. On pourra relire cette citation plus tard si vous le souhaitez. Et from one retreat, it's one of the most eloquent and stylish protest dances I have ever seen, déclare Deborah Jovic dans Village Voice. À ses débuts, sa technique évolue perpétuellement. Elle est caractérisée par une grande fluidité de mouvement et le respect des individualités des danseurs, une grande liberté d'expression. Il cherche à développer une expressivité spontanée chez ses interprètes. Free fantasy is a priceless. J'ai mis les définitions parce que souvent il y a un mélange entre fantasy and imagination. Is a priceless attribute which we sell in exchange for the education during our childhood. Imagination is exchanged for rationality,
We need them both to compose. The gift for fantasy, for a free invention of movement must be regained. Puis il la fixe en utilisant un vocabulaire spécifique. C'est ce qu'il appelle le deep floor vocabulary. En fait, c'est un vocabulaire qu'il reprend à Martha Graham. Dimensional tonus, torso language, pelvic action, hand, foot, face, vocabulary, full variation, aerial vocabulary, turn, motivation, auquel il ajoute des sources ethniques. Il cherche à capturer l'énergie primitive des danses des Indiens du Mexique. Donc, vous voyez une de ces photos, une autre ensuite, et une autre encore, en s'autorisant une liberté de mouvement qui contraste avec l'ascétisme de la danse grahamienne. Le torse est souvent désaxé, mobile. L'emportement dynamique du corps véhicule un message de libération et de vitalité. Lors d'une conférence intitulée The Function of Dance in Acting, Horton fait un parallèle entre le danseur et l'acteur et insiste sur le fait que les mouvements de l'acteur sont aussi importants que les mots et la danse est une discipline permettant de libérer l'expressivité physique du danseur. Il crée des danses qui ne sont pas basées sur des formes abstraites ni sur des émotions sous-jacentes, mais sur ce qu'il nomme des expressions vitales. The substantial realities about which the choreographer can conduct a serious investigation shall be the legitimate material of his dance. Pour lui, ces réalités substantielles sont sociales et politiques. L'étude préliminaire va culminer dans l'organisation logique du matériau, suggérant la forme. La technique peut dériver du sujet directement, ainsi que les accompagnements. Il crée des danses qui influencent et instruisent. Après avoir mis en scène de grandes distributions riches en couleurs, il s'implique intensément, surtout dans les années 35-36. Oui, dans Ivory Tower et dans The Park, Horton raconte la brutalité policière envers les Mexicains-Américains de Los Angeles. Il base le scénario sur de véritables incidents et enregistre les bruits de la ville comme des accompagnements sonores. La danse combine des mouvements chorégraphiés et des mouvements naturels issus de ces observations menées par les interprètes dans les quartiers mexicains de la ville. En effet, pour Horton, the dance should be carefully and fully documented. That is the important thing, the factor which changes its choreography from improvisation to composition, which raises a variation to the level of development. L'artiste s'exprime hors du message complètement explicite et militant. Le danseur utilise des accents, des relations à l'espace, des changements d'intensité et des déformations. On passe à la deuxième partie avec José Limon, avec la théâtralisation de l'action. Il estime que ses grands-parents sont Saint-Denis et Shaun, ses parents Duncan et Kreuzberg qu'il a vu danser en 28, ses parents adoptifs Humphrey, l'innovatrice, Weidman, l'humoriste. Lorsqu'il entre à l'école de Humphrey, il écrit « I wanted only to be born ». Alors pourquoi Duncan? Parce qu'elle incarne l'esprit démocratique de l'Amérique. Sa technique utilise démocratiquement toutes les parties du corps. Son mouvement est caractérisé par la liberté d'action et une grande amplitude dans l'espace. Elle se meut dans l'espace d'une manière qui semble lui donner un infini. Pourquoi Kreuzberg? Pour le côté dramatique de l'action. Pourquoi Humphrey? Pour sa technique. Limon trouve chez elle une forme de liberté d'écriture qu'il n'aurait pas trouvée chez Graham, par exemple, beaucoup plus possessive. Et pourquoi Weidman, que l'on voit sur cette photo avec Doris Humphrey et José Limon, il est doté d'un sens du théâtre et du sens de la pantomime. Donc, il va créer une danse référentielle. Au centre de son œuvre, le Mexique, son pays natal, quitté très tôt à l'âge de 7 ans et retrouvé à travers des œuvres comme La Malinche, Carlota, Vionsung, suite de Soli en l'honneur de chefs indiens. Il a vécu la révolution mexicaine et des membres de la famille ont été exécutés. Sa démarche artistique est totalement réaliste. Il est conscient des conflits, des tensions et des souffrances. Des images de violence le hantent, l'assassinat d'un oncle, l'enlèvement d'une tante dont il est témoin, la tentative de rape sur sa propre mère. Limon s'engage dans la dénonciation de la violence au Mexique et délivre un message humaniste à travers des récits réels ou légendaires, des motifs d'inspiration historique. Pour lui, l'art est une forme de discours libéré des contraintes sociopolitiques. Préoccupé par sa double identité mexicaine et nord-américaine, il cherche à symboliser la confrontation entre la culture des Américains et des Indiens du Mexique. Son œuvre, marquée par cette histoire, constitue pour lui une tentative d'exorcisme. Il puise dans son passé des histoires qui lui permettent de raconter son pays d'origine. Comme les personnes déplacées dans le monde, il ressent une perte personnelle, un sentiment d'isolation et de différence dans un nouveau pays. Et donc, il a été un chorégraphe de la Workers' Dance League dans les années 35, adepte de la liberté. Il participe en 36 à l'American Artists Congress à New York, réunissant tous les artistes conscients de la nécessité d'unir leurs efforts pour combattre les forces qui portent atteinte aux principes démocratiques et qui menacent la liberté d'expression. Leur devise pour la paix,
la démocratie et le progrès culturel. Les adhérents du Dance Congress doivent se déclarer opposés à la guerre, au fascisme et à la censure, ainsi qu'à tout ce qui peut encourager des agissements de politique rétrograde. Comme le pense Graham, les grands titres de journaux qui font l'histoire au jour le jour affectent les muscles du corps humain. Parallèlement, Shawn déclare, l'artiste a pour fonction de produire une création personnelle à partir de sources fournies par des thèmes authentiques. Il prête beaucoup d'attention à la forme et à la structure. La forme des chorégraphies est liée au message. Les thématiques sociales sont soumises à l'impératif de lisibilité idéologique, donnant à la danse une fonction illustrative. Il théâtralise l'action chorégraphique, la dramatise sous l'influence expressionniste de Kreuzberg et cherche à exprimer l'humanité tout entière, évoluant vers un état de forte conscience de façon émotionnelle et théâtrale, en disant peu de choses avec le mouvement, mais en s'aidant de la musique et des éclairages. Le mouvement est un véhicule de la pensée. Lehman crée des pièces anecdotiques et comme Humphrey qui déclare « Movement should be supported by a purpose, even that no move be made until a reason, simple as it may be, demands it ». Il n'est ni théoricien ni réformateur, mais donne un sens au mouvement au-delà de toute préoccupation esthétique. Le mouvement est le véhicule de la pensée en universalisant l'expression de la souffrance. Les torsions du cou, s'opposant aux poussées du corps, évoquent la puissance. Ses mains et les doigts écartés questionnent le destin. Le corps narratif est libéré, il est plus libre que chez les autres chorégraphes, notamment chez Graham. Par contre, il reprend beaucoup la technique de Doris Humphrey, de Fall and Recovery. Les mouvements chez Lehman sont dotés d'une grande pesanteur. Il projette des courbes baroques, comme Michel-Ange, qu'il admire énormément. Les rebonds ne s'achèvent pas en suspension lyrique, mais en élans sauvages qui peuvent se figer en posture inattendue, donnant une impression de vitalité. Il rejette l'élévation, il privilégie la notion de poids, plus démocratique. Si le danseur contrôle ses sentiments et ses émotions, il contrôle sa chute. Il développe une technique basée sur la résistance à la gravité, sur l'orchestration du corps. Il vit ses sentiments, il vit le lâcher, fuit le contrôle qui ne possède aucun sens dans sa technique. Il valorise la transformation, le côté cyclique et révolutionnaire du contraste. Le corps lâche, puis revient. Le corps est valorisé dans sa liberté articulaire. Le danseur inspire, puis lâche. Le lâcher est une forme de démocratisation. Laisser tomber son poids, la tête, abandonner le haut du corps. Les sentiments sont transmis sous forme de mouvement, communiquer la forme dissimulée en chacun de nous. Le corps moderne limonien incorpore le pouvoir expressif du souffle. Il élimine la symétrie pour un corps toujours mouvant. Sa technique est le moteur d'une pensée politique mettant l'accent sur la notion de démocratie et de liberté. L'axe symbolise la sécurité, il ne veut pas d'axe, parce que c'est l'empêchement du mouvement. Il règle pour le Mills College en 1939 Danzas Mexicanas, appelé également Suite of Dances About Mexico, avec 5 solis basés sur les figures de l'histoire mexicaine dans laquelle il confronte des éléments représentatifs des danses amérindiennes avec des mouvements anguleux des bras, du martèlement du sol et des pieds parallèles. Sa culture gestuelle est marquée par la technique humphreyienne, présentée comme moderne, et cette gestuelle humphreyienne s'ajoute une multiplicité de gestes possibles, un élargissement du vocabulaire expressif qui s'autorise une liberté d'expression. Il utilise le formalisme imprégné de passion. Il reconnaît également sa dette envers Dunham sur le développement de son art et il utilise le bassin et le genou qu'utilise énormément Katherine Dunham. Sa danse possède une grande rigueur gestuelle et formelle dans laquelle parvient à trouver une forme de liberté car pour lui, il faut quitter la contrainte de la technique. Il mélange 3 archétypes, Dionysos, Apollon et Hermès. Hermès joue l'intuitif et l'instinctif, il circule de l'inconscient vers le conscient. Dans La Malinche, il expose la vie d'une princesse indienne alliée à Cortés pour discipliner les Mexicains dont les remords et la mauvaise conscience déchirent l'âme. À travers cette œuvre, il met en scène la précarité de l'homme, le destin tragique des peuples en lutte à travers l'histoire. Pour enrichir la représentation psychologique des personnages, il leur confère une attitude singulière pour susciter chez le spectateur une empathie émotionnelle avec les victimes. Il éclaire la signification de la danse en ayant recours à des effets scénographiques, avec des accessoires, des moyens résolument théâtraux, dans un souci d'être accessible et d'émouvoir le spectateur. Dans The Daily Work, on peut lire tous les danseurs modernes qui comptent en Amérique aujourd'hui après avoir été pendant des années des champions de la cause de l'art pur et abstrait, ont rallié les forces de la culture progressiste en choisissant d'aborder des thèmes à portée sociale et politique.
L'International Cultural Exchange lui permet de se rendre avec sa compagnie en Amérique du Sud en 54, 60, 63 et en Amérique latine. Il suscite des vocations. Son influence en Europe est également très perceptible, même avant celle de Nicolai et de Cunningham. En France, il présente en 1950 La Pavane du Mort, traitement de l'histoire d'Othello, un quatuor présenté sous forme elliptique de danse de cour, où chaque personnage laisse percer sa passion, une danse noble et lente concentrée sur des personnages qui se mêlent et se déchirent. Il accorde une grande importance à la caractérisation des personnages incarnés et à leur crédibilité psychologique. En conclusion, le parti pris des études de cas permet de faire apparaître des articulations entre ces choix sans toutefois aboutir à une théorisation des relations entre la danse et la politique. Il importe de souligner les circulations possibles entre ces études. Ces deux chorégraphes ont choisi de jouer sur l'implicite en utilisant une corporéité connue du public pour adopter une attitude critique. Ces deux danseurs sont marqués par des normes esthétiques avec des codes qui répondent aux attentes d'un spectacle chorégraphique, mais leurs codes sont renégociés par un ajout de signes, costumes, éclairage, postures nouvelles. Ils ne sont pas entrés en insurrection, mais un désir d'émancipation des normes se fait sentir. Ils projettent des idées dans leurs mouvements par distorsion, accentuation, relation à l'espace, changement d'intensité, tout en étant porteurs d'une allégeance politique spécifique. Leur art est doté d'une dimension humaniste, transmettant un message de liberté à travers une très grande rigueur d'exécution et de composition. Et je vous remercie infiniment pour votre attention. Merci beaucoup, Claudie. Je vais essayer de commencer, d'engager le débat avec peut-être 3 séries de projections, de coups de projecteur. Et ce premier coup de projecteur qui s'adresserait à la fois à Claudie et bien sûr à Ivan, et permettrait de reprendre, je vois qu'une question est arrivée dans le chat au sujet des gestes, donc gestes jazzy, gestes latino, gestes jazzy de contrebande. Donc je voudrais à la fois donner la parole au chat dans ma propre question qui porterait, puisque le thème de notre séminaire ce soir, c'est troubles dans les nationalismes et migration de gestes. Donc commencer par cette idée, cette notion de la migration du geste et revenir sur peut-être quelques idées qui me sont venues à vous écouter tous les deux, le geste et le mouvement, et en particulier le rôle de la pesanteur, le rôle de la gravité. Vous en avez parlé tous les deux. Par exemple, Ivan nous disait que Alicia Alonso prenait comme modèle l'anglaise Markova, et que ce qui l'intéressait, c'était de voir comment son geste à elle, son geste latino, je mets des guillemets, pouvait être controlled, conquered by the control of movement of quote unquote the British or the Americans. Donc ça, c'était une première idée sur laquelle je voulais revenir avec vous. Ça m'a fait penser aussi à une mise en scène de Trisha Brown qui remonte à la fin des années 90, où elle a mis en scène l'Orfeo de Monteverdi. Et dans cette mise en scène, où d'ailleurs la soprane Juanita Lascaro est colombienne, et donc l'une des caractéristiques de cette mise en scène donc faite par Trisha Brown, c'est l'idée de l'envol, hein, c'est vraiment l'idée du geste qui se détache absolument de toute pesanteur et de toute gravité, puisque un certain nombre de danseurs s'envolent au sens propre. Donc cette danse aérienne, et tous les danseurs sont aériens, sauf, si je me souviens bien, les personnages qui viennent de l'enfer, Inferno, qui eux évidemment sont ancrés dans les enfers du sol. Donc je voudrais peut-être que vous reveniez, Claudie et Ivan, sur voilà, la question du geste, en quoi il migre, en quoi est-ce qu'il est transformé lorsqu'il passe d'un continent à l'autre, de l'Amérique du Nord à l'Amérique latine. Est-ce qu'effectivement c'est des catégories qui sont opératoires, et je pourrais aussi, enfin j'avais envie de parler de Boris Charmatz et d'un certain nombre d'exercices qu'il donne à faire à ses danseurs, et qu'il a fait bien sûr lui-même, et qui partent de la verticalité, c'est-à-dire comment est-ce que le corps peut fondre et donc s'absoudre de cette espèce de verticalité. Donc Claudie parlait de l'axe,
à éviter absolument. Donc, comment se départir de la pesanteur, de la verticalité de l'axe. Voilà. Et puis, j'aurai une deuxième série peut-être, mais je vous laisse la parole d'abord, de questions sur l'écriture du corps, les écrits politiques. Voilà, mais je vous laisse la parole. Oui, je peux intervenir si vous le souhaitez. Ivan, si vous voulez... Allez-y. D'accord, ok. Oui, pour la notion de poids, c'est une notion fondamentale chez les danseurs modernes nord-américains. Donc, c'est une notion qui a été énormément abordée chez Martha Graham. Donc, elle est allée rechercher son influence chez les Indiens du sud-ouest nord-américain et elle observait le martèlement du sol et elle s'est rendue compte à quel point chez les Indiens du sud-ouest nord-américain, le martèlement du sol était important pour exprimer ce qu'ils avaient à exprimer, que ce soit une danse de guerre, une danse de pluie, enfin, quelle que soit la danse qu'ils mettaient en scène. Et elle a repris cette notion de poids parce que pour elle, l'ancrage au sol, c'est une façon de retrouver une énergie. Ça lui permet de danser avec une impulsion nouvelle et elle se ressource. C'est pour elle le moyen de retrouver, comme elle le dit dans son autobiographie, une mémoire du corps. Son autobiographie, c'est Blood Memory. Donc, elle va retrouver une mémoire du corps enfouie en chacun de nous depuis des milliers d'années. Et elle pense que les Indiens sont les meilleurs représentants de ça, et justement à travers ce martèlement du sol, l'utilisation du sol et l'utilisation du poids. En danse moderne, on va utiliser le poids, contrairement à ce que l'on va faire dans la danse classique. On utilise l'élévation pour aller vers le ciel, pour monter vers les étoiles et devenir une étoile, alors qu'en danse moderne, au contraire, on va, Martha Graham, on va utiliser le sol. Martha Graham a des exercices au sol considérables. Il y a certains de ses cours qui ne se passent qu'au sol. Hein, donc, on voit à quel point elle attache de l'importance. Et au sol, on va faire une contraction, une détente du corps, du plexus solaire, etc., pour justement arriver à exprimer un certain nombre d'émotions et de sentiments. Donc, c'est une notion qui a été reprise chez beaucoup de chorégraphes modernes. Doris Humphrey, c'est un petit peu différent, mais c'est une contemporaine de Graham. Elles ont toutes les deux été élèves à la Denny Shawn à Los Angeles. Mais elles sont parties à peu près en même temps, d'ailleurs, de la Denny Shawn. Elles ont voulu mener leur propre carrière. Mais Doris Humphrey a voulu insister beaucoup plus sur la notion de chute, fall and recovery, de chute et de reprise. C'est-à-dire qu'on va chuter, mais on ne va pas chuter jusqu'au bout. On va chuter, mais revenir à l'équilibre. Et cette notion d'équilibre est très importante parce que pour ces artistes, la symétrie, finalement, c'est pas intéressant. C'est trop régulier, c'est trop ce que l'on retrouvait dans le ballet traditionnel. Donc, et notamment Humphrey et notamment Limon, puisque Limon a travaillé avec Humphrey, et lorsque Limon a créé son école de danse, Humphrey est devenue sa directrice de la danse. Donc, ils ont travaillé considérablement ensemble. Pour eux deux, la symétrie, ça va pas. Le déséquilibre et la dissymétrie sont beaucoup plus démocratiques parce que cela inscrit le corps dans le questionnement. C'est pas quelque chose de fixe et de stable, de perpétuel. Non, là, avec quelque chose qui va partir en déséquilibre, qu'on va chercher à retenir, on questionne quelque chose. Il émerge un discours. Et donc, pour eux, l'axe, ce dont je parlais tout à l'heure, l'axe symbolise une sécurité. Or, la sécurité, c'est un empêchement à la parole, c'est un empêchement au discours. Or, la modernité en danse, c'est justement une ouverture, une rupture par rapport à une tradition trop sclérosante et un souhait d'exprimer un certain nombre de choses avec son corps, notamment ses émotions, et aussi des opinions. La politique, chez Limon et chez Horton, par exemple, chez Graham, un petit peu moins, mais bon,
Voilà. Donc, c'est très important, cette notion de poids, cette notion d'équilibre, de déséquilibre, de symétrie et de dissymétrie chez ces danseurs modernes. Voilà. Je pourrais rajouter d'autres choses et continuer, mais je pense que je vais laisser la parole à Ivan. Merci. Alors, et pour répondre aux différentes questions, hein, aux questionnements, Christine, alors je commencerai par peut-être expliciter ma démarche méthodologique, ou en tout cas l'un des aspects de ma démarche méthodologique, qui est de un peu mettre en regard les discours des danseurs et bon, une lecture de leurs gestes. Et dans les études des cas dont j'ai parlé, ben, on voit enfin, des discours où l'identification nationale, donc des catégorisations en termes de nationalité, hein, est très forte, en lien avec l'international. Et donc, je dirais que pour les 5, c'est-à-dire Fernando Alonso, Fernando, Alberto, Alicia, Ofelia et Dario, et ce n'est pas tout à fait pareil. Les enjeux ne sont pas les mêmes, hein. Il y a des nuances, des écarts. Alors, parce qu'il y a une question qui concerne à quoi j'ai fait référence peut-être quand je parle de geste latino ou geste jazzy. Bon, et je vais essayer d'y répondre, mais je vais prendre l'exemple d'Alicia Alonso, qui est donc celle qui, dans son projet esthétique, donc chorégraphe, danseuse, je n'ai pas trop retrouvé des traces pour l'instant de son intérêt pour le folklore. Non, son projet a de monter une compagnie nationale cubaine était clairement inscrit dans la volonté de fonder une école de danse classique qui puisse perpétuer les traditions européennes, qu'elle a pu côtoyer, enfin, ou en tout cas apprendre à côté donc, beaucoup de formateurs et formatrices, des professeurs à New York. Donc, il y a une volonté, donc la dimension, peut-être le projet peut paraître conservateur, hein, conserver la tradition romantique, hein, par exemple, les gestes, la texture arrondie, justement la question du saut, hein, et la recherche de l'envol par les sauts, par exemple. Oui, je parlerai aussi du tracé, enfin bon, je pense à Gisèle, hein, pour donner une référence plus ou moins connue. Donc, ce style-là, enfin romantique, et pour Alicia Alonso, était très important que pour tout le monde, et en particulier pour l'Europe, soit clair que ce n'est pas parce qu'on est à Cuba qu'on ne peut pas danser ce style-là. Et donc, voilà, c'est très conservateur, c'est préserver une tradition, mais pour elle, l'enjeu, c'est de démontrer que quelqu'un qui naît à Cuba peut aussi incorporer cette gestuelle-là. Et donc, le folklore, je crois que ça ne l'intéressait pas trop. J'en ai pas trop vu, hein, pour l'instant. Peut-être s'il y a des spécialistes, ils pourront me dire. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a quelque chose de frappant et peut-être des problématiques dans les discours de ces artistes, certains artistes, en tout cas pour Alicia Alonso, c'est le cas, pour Fernando Alonso, c'est le cas. C'est une sorte de croyance en une détermination naturelle. On appellerait ça, je crois, essentialisme, hein? Donc, des idées telles que le soleil, la géographie déterminent les capacités motrices des corps, hein. Il y a ces discours-là qui, à nos yeux, je pense, pourraient être problématiques à l'heure actuelle. Mais en même temps, hein, en croyant ça, et ils font quelque chose dans leur pratique, et c'est le geste qui les montre, je crois, et qui va au-delà de cette idée d'une détermination, hein. C'est vraiment une confiance dans les capacités des danseurs à
incorporer plein de styles. Et le mot style, par exemple, est très important dans leur pensée explicite de la danse. Incorporer, comme si les danseurs se devaient d'être une sorte d'explorateur de différents styles. Et donc, quand je parle de gestes jazzy, où, bon, effectivement, c'est des dénominations et des catégories donc, qui ont une histoire. Et je ne veux surtout pas les naturaliser, mais plutôt les inscrire dans une histoire. À un moment donné, des gestes tels que j'ai essayé de les montrer par les photos, donc les collectifs des garçons qui pour moi évoquent les collectifs des garçons de West Side Story, on peut les considérer ou ont été appelés des gestes jazzy. Et je ne sais pas si je suis claire dans ma donc, en conclusion, alors, des discours très forts d'identification, d'identité nationale, et parfois un déterminisme presque géographique déclaré, et en même temps, dans la pratique, et une incorporation des styles qui va bien au-delà de ça. Exemple, donc, Alicia Alonso et le romantisme, le style romantique. Merci beaucoup, Ivan. Je crois que Paul-Henri avait plusieurs choses à ajouter et voulait contribuer. Donc Je voudrais remercier nos deux orateurs d'aujourd'hui de ces deux présentations extrêmement suggestives et complémentaires, même si elles ne portent pas exactement sur la même période, puisque les danseurs qu'a évoqué Ivan sont plutôt des années 40 à 50 et Claudie a surtout insisté sur, ou plutôt sur ce qui suit, mais avec une insistance dans la modernité dans la danse états-unienne et au contraire dans la tradition et le folklore, qui est une autre forme de tradition dans le cas d'Ivan. Mais je voudrais faire juste quelques apostilles à côté, quelques pas de côté, puisque les recherches chorégraphiques de Lester Horton et de José Limón me semblent rejoindre des démarches littéraires, par exemple celle du poète états-unien William Carlos Williams, qui est allé chercher lui aussi dans les racines mexicaines qu'il portait aussi dans son nom, William Carlos. Une sève par-delà les frontières, et je voudrais renvoyer à l'article de Anna Oblé, Bill and Carlos, publié dans le numéro 11 de la revue de l'Institut des Amériques, IDEAS, en 2018, numéro auquel a également contribué Claudie, comme je le disais tout à l'heure. Donc il y a une démarche chorégraphique qui est en même temps que la démarche littéraire. Et on peut voir ce croisement également à propos du ballet La Malinche de 1949, qui fait écho à une réflexion d'Octavio Paz sur La Malinche, alors certes publiée par Paz un an plus tard, en 1950, dans Le Labyrinthe de la solitude, mais en fait publiée plutôt sous forme de contributions journalistiques dans les années 40 dans le journal El Popular, Paz qui était aux États-Unis, en Californie, qui voyaient ces pachucos vivre, ces immigrants mexicains vivre et inventer un style de vie et un style aussi d'habillement et de chorégraphie plus ou moins urbaine, et qui les décrit dans un chapitre du Labyrinthe de la solitude, comme il consacre tout un chapitre à la figure de la Malinche. Donc il y a vraiment des croisements qui s'expriment par la danse, mais qui sont aussi verbalisés par les auteurs de cette époque, aussi bien aux États-Unis qu'au Mexique. Et puis, il y a cet élément géopolitique, terme sur lequel Ivan a clos son intervention, qui m'a paru tout à fait suggestif, à la fois dans le voyage des Darov en Amérique latine et ce quiproquo, cette suspicion que pouvait susciter leur nom Darov avec cette consonance russe.
Et par ailleurs, le ballet de Cuba, Cuba devenu communiste, le ballet de Cuba qui se transporte en URSS et qui, par contrebande, introduit des gestes états-uniens. Donc ça, c'est merveilleux. Ce n'est qu'un signe avant-coureur d'autres contrebandes qui vont être introduites plus tard, je pense. Mais peut-être que ça vaudrait la peine, puisqu'il est déjà un peu plus de 18 heures, Ivan, si vous le voulez bien, que vous nous montriez quelques images de ce ballet cubain sur la scène du Bolchoï. Oui, et bon, j'y vais. Je vais vous montrer une scène qu'on appelle Con el jabón bon, donc une danse collective, très donc ambiance festive dans un quartier. Et voilà, c'est en tout cas celle que j'ai préparée. On va voir si... Et on pourrait faire une analyse, par exemple, complètement centrée sur les duos. Hein? Qu'est-ce que les duos de la comédie musicale auraient en commun ou pas avec les danses de Carmen. Mais je préfère vous montrer une danse collective qui, pour évoquer, alors illustrer cet aspect de le populaire, non? Donc, c'est ça. Je peux peut-être arrêter là et vous montrer, hein, j'ai quand même préparé une image d'un duo et juste préciser que c'est le film, donc je ne sais pas encore si des moments comme ça étaient présents dans le spectacle que Maya Plisetskaya a vu. Peut-être que ces moments collectifs, pas tellement, mais probablement le duo hein, qui va suivre, donc le duo célèbre du ballet, hein, et le ballet pour faire le ménage. Peut-être elle a dû voir, je crois, des choses comme ça. Tenemos mucho que hablar. Lo dudo. Yo para ti soy muda. Donc, par exemple, cette pose de la main sur la hanche et l'attention du danseur, de la danseuse, et par les bras qui se tiennent, et les tours, ce qu'on appelle les tours en dédain. Hein? Et ça, c'est un vocabulaire que l'on peut éventuellement retrouver hein? Et chez Carmen. En tout cas, voilà, je ne sais pas si ça donne une idée. Oui, c'est terriblement frustrant d'arrêter à ce niveau-là, mais alors justement, est-ce qu'on pourrait pas... Je ne voulais pas trop monopoliser l'espace. Non, mais est-ce qu'on pourrait pas avoir juste un troisième petit extrait, alors plus jazzy et plus West Side Story en URSS? Oui, d'accord. Mais je vais donc vous montrer plutôt un extrait de Carmen. Hein? Et si le temps le permet, j'aimerais quand même vous montrer un peu des extraits de West Side Story. Si le temps, enfin, même une minute. Mais donc d'abord, alors là, ça va être... donc, c'est le collectif des garçons. Et si ma mémoire est bonne, peut-être que je me trompe, mais c'est les moments, donc on est dans Carmen, hein, la version russe, dans une captation de 69, et c'est les moments, il me semble, où les soldats arrivent et
pour contenir un peu la bagarre des Carmen et des autres filles qui travaillent dans la tabacalera. Et c'est surtout ces moments de ces collectifs des garçons qui je n'arrive pas à situer ni dans une école soviétique, ni dans une école afro-cubaine, et que je vois plutôt comme voilà, de l'ordre du jazz. Vous me direz si vous êtes d'accord, ça m'aiderait beaucoup, vraiment, c'est une question. Alors, donc c'est la fin de la bagarre et l'arrivée des garçons. Voilà. Merci beaucoup. Alors moi, qui ne suis pas du tout spécialiste de danse, je vais laisser la parole peut-être aux plus spécialistes ici présentes ainsi qu'au public, mais je voudrais quand même donner une impression de profane. Je trouve qu'il y a quand même un peu de rigidité russe ou soviétique, ou les deux, dans cette adaptation de Carmen avec un petit zeste jazzy. Mais je laisse la parole Oui. à mesdames. Il y a Christine peut-être, Gimeno. oui, il y a peut-être l'école soviétique, mais c'est aussi les personnages en fait, parce que justement, je crois que c'est des militaires. Il faudrait que je vérifie, hein, et dans ma mémoire, elle est défaillante, mais bon, il y a cet aspect-là. Merci beaucoup. Moi, oui. Pardon, Claudie. Non, bon, peu importe, Christine, vous vouliez. J'y vais. Oui, excusez-moi. Oui, j'ai des remarques, des impressions en fait. Ce sont plutôt des impressions. Avant la danse des garçons, on a vu ce Carmen, et c'est vrai que en général, je trouve que quand les chorégraphes mettent en scène Carmen, il y a toujours cette volonté d'introduire des mouvements latino-hispaniques, et même dans les chorégraphies classiques ou néoclassiques. Il y a voir chez Roland Petit, dans sa Carmen de Roland Petit, quand on regarde Zizi Jeanmaire, même si elle fait des mouvements totalement classiques, il y a ses déhanchés, il y a ses jambes parallèles, cette espèce de fougue qu'on ne retrouve pas forcément
dans le ballet classique normal ou dans le néoclassique, ou surtout dans le néoclassicisme pur de Balanchine, par exemple. Donc, je pense que quand les chorégraphes mettent en scène Carmen, il y a ce souhait toujours de vouloir introduire le côté latin. Et après, ma deuxième impression, c'est sur le ballet des garçons que vous avez passé en dernier, là. J'ai pas pensé au ballet russe, soviétique. Moi, ça m'a fait penser à la danse moderne, à la danse expressionniste allemande. Il y a une époque où la danse expressionniste allemande, bon, il y a eu l'époque avec Laban et Mary Wigman, donc la très expressionniste Mary Wigman qui aurait influencé Martha Graham. Et puis, il y a eu la période Bauhaus avec ce qu'ils appelaient les danses mécaniques et les danses des bâtons, les danses des cerceaux, etc. Donc des danses excessivement mécaniques. Et ça m'a fait, quand j'ai vu les danseurs, immédiatement, je me suis dit, tiens, on dirait des danses modernes allemandes de l'époque des années 30, à l'époque où ils faisaient les danses mécaniques. Ça m'a fait penser à ça. Voilà, influence du Bauhaus de l'époque. Bon, c'était des impressions. Mais merci beaucoup, Claudie, parce que justement, ce sont les nuances que je cherche un peu à approfondir, en tout cas. Hein, je crois qu'en tout cas, ces collectifs des garçons attirent l'attention dans l'ensemble hein, du ballet, je crois. Et puis, oui, par rapport à cette rigidité hein, que l'on attribue à l'école soviétique, il me semble que c'est peut-être Alicia Alonso ou même Maya Plisetskaya qui parle aussi du fait de l'expérience d'inviter un chorégraphe étranger dans une comédie, dans une compagnie nationale, hein, pour essayer peut-être d'apporter un autre dynamisme différent hein, de celui pratiqué par la compagnie et l'école. Je crois que, voilà, bon, peut-être c'est pas du jazz, peut-être c'est autre chose, mais il y a une tentative en tout cas de bouger hein, les lignes, je crois, de l'école soviétique avec Alberto Alonso. Merci beaucoup, Ivan et Claudie. Donc, je voulais continuer avec à la fois des questions du chat et puis quelques autres idées qui nous viennent à vous avoir écouté. Et peut-être là, une des questions du chat qui revient, c'est la question de la censure, hein, évidemment, puisqu'il est question de Cuba, il est question de l'URSS. Donc, peut-être est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur... je vois ici peut-être une double censure, à la fois pour Ivan et pour Claudie. D'une part, une censure politique, donc est-ce que la danse a été censurée ou est-ce qu'une forme de danse folklorique peut être considérée comme une danse propagandiste donc c'est aussi voilà, une forme de censure, et la propagande est une forme de censure, donc voilà, est-ce qu'il y a une espèce là de tension entre ces deux mouvements. Je pense aussi pour Claudie, qui nous fait rentrer un peu plus dans l'abstraction de la danse moderne, est-ce que ce sont aussi, donc là en particulier Lehmann enfin en particulier Lehmann, mais aussi Lester Horton, bien sûr, la question de la danse exploratoire, c'est-à-dire qu'il faut aussi s'affranchir d'une forme de censure non dite du classicisme qu'il faut essayer de dépasser. Donc là, je crois qu'il y a des batailles à la fois politiques et esthétiques et corporelles qui sont engagées. J'aurais voulu parler peut-être de Faustin Ligné-Quella qui parle très très bien de ce qui réside dans le corps ou ce que le corps écrit parce que des écrits politiques ne peuvent pas écrire ou que certains écrits sont censurés. Donc le corps devient, si c'est possible, une forme d'expression qui n'est pas possible par les écrits, qui n'est pas possible par des pamphlets, qui n'est pas possible par des discours. Donc voilà, c'est évidemment une chose qui... Donc je pense que dans vos deux interventions, il y a peut-être l'aspect un petit peu plus politique dans le cas d'Ivan et plus, je dirais, conceptuel dans le cas de... Quoique, dans le cas de Claudie. Voilà, donc je voulais avoir votre avis. Et puis j'avais aussi après une autre question sur la comédie musicale. D'accord. Oui. Ah. Bon, et vous voulez répondre, Claudie, allez-y. Non, mais Ivan, allez-y, vous avez commencé. Allez-y, je vous en prie. Bon, et c'est-à-dire,
l'histoire de la réception des Carmen est très différente à Moscou et à La Havane. Et ça fait partie du travail que j'essaye de développer. Et c'est-à-dire que donc, la première, c'était en avril 1967 avec Maya Plisetskaya. Et là, la censure a bien opéré parce que le ministre de la Culture a considéré que ce sont les mémoires de Maria Plisetskaya qui constituent peut-être l'une des sources à propos de cette réception-là. Donc la robe, par exemple, n'allait pas trop. Ça n'allait pas parce que c'était trop passionné, et donc ce côté de ne pas admettre les sentiments amoureux déployés, la passion, et en plus avec de l'érotisme, tout cela ne passait pas pour le ministre. Et je crois que la première a eu lieu, et il a fallu justement une négociation en interne, notamment pour la robe, et pour que ça puisse continuer. Donc, et là a vraiment opéré cette censure à Moscou. Alors, à La Havane, c'est vraiment différent parce que, et peut-être, je ne sais pas, peut-être plus complexe. Parce que c'est un moment, les années 67-68, où le côté rigidité de l'autoritarisme se renforce. Enfin, voilà, en littérature, on connaît très bien les histoires, par exemple. Mais je crois que là, c'est la figure d'Alicia Alonso qui va déterminer beaucoup de la liberté de circulation de cette pièce. Déjà parce qu'il y a une lecture révolutionnaire je veux dire conforme au discours de la Révolution de Carmen. Carmen comme la rebelle, l'indépendante. Et ça, cette lecture-là existe, et je crois qu'elle existe encore, peut-être. Bon. Mais il y a aussi deux éléments importants, je crois. Le premier, c'est que à ces moments-là, 67-68, c'est les années dorées de l'école cubaine. Dorées parce que au bout de 6 ans, 7 ans de création officielle, à dénationalisation de la compagnie d'Alonso, et la compagnie a eu du prestige, a gagné un prestige. Et les garçons, justement, étaient un peu le point faible au début. Et voilà, au bout de 6 ans, il y avait des danseurs. Donc, le rôle de prestige international que la compagnie donnait au régime de Castro faisait que, voilà, ça donnait une certaine liberté de circulation. Il y a un troisième aspect qui pour moi reste aussi un peu, bon, il faudrait creuser aussi dans les études culturelles parce que, bon, Carmen, c'est quand même une héroïne de l'ancien empire, de l'empire espagnol. Et donc, si on est dans une démarche anti-impérialiste, je me suis toujours posé la question de comment ça se faisait qu'une héroïne comme celle-là, et emblématique des traditions ibériques, puisse être mise au centre du travail de la compagnie nationale révolutionnaire. Mais je crois que vraiment, c'est le projet personnel après de Alicia Alonso, dans ces rôles-là, et que par sa réputation internationale, les réussites de sa carrière d'interprète, et en plus, voilà, la proximité aussi des autorités du régime, font que c'est passé en toute liberté, sans problème. Enfin, je crois, oui, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de censure, quoi. Je vois mal que Fidel Castro ou le ministre de la Culture viennent faire une censure à Alicia Alonso par la robe style un peu Charleston qu'elle porte. Non, c'est inimaginable, je crois. Pardon, Claudia, Non, c'est avec grand plaisir. Il n'y a pas de problème. Alors, pour en revenir au niveau de la censure,
et de la modernité. Si on parle déjà des artistes prémodernes, j'ai tout de suite pensé à Duncan, Isadora Duncan, qui a connu son succès en Europe, en fait, parce que bon, elle dansait nue sous ses voiles, elle avait une liberté de penser, une liberté de vivre qui était difficilement tolérée dans son pays natal. Donc, du coup, son succès a été phénoménal en Europe. Donc ça peut être considéré comme un phénomène de censure. Quand on parle également de censure, ça m'a remémoré Martha Graham qui un jour disait elle rentre sur scène, elle était pieds nus et les autres danseuses étaient pieds nus. Et la police arrête les autres danseuses en leur demandant de mettre des chaussons, mais pas à Martha Graham. Et on a demandé aux policiers pourquoi ils ne demandaient pas à Martha Graham de mettre des chaussons. Et il a répondu, elle, c'est de l'art. C'est quelque chose qui m'est revenu quand je vous ai entendu parler là tout à l'heure. Donc, la censure existait malgré tout à New York. Donc, il fallait faire attention à la façon dont on était habillé. Danser pieds nus, c'était quand même très révolutionnaire. Et voilà. D'un autre côté, pour Horton et Lehman, il faut savoir que tous les deux ont fait partie de la Workers' Dance League après la dépression, hein, dans les années 30, 35, 36, c'est ce que je disais tout à l'heure pour Horton. Lehman également, il a dansé avec des danseuses de Martha Graham, juives, qui appartenaient au New Dance Group, par exemple. Donc, ce sont deux chorégraphes qui sont impliqués dans cette danse de propagande, dans cette danse que l'on appelle une danse radicale, fortement politisée, même si les danseuses de ces groupes n'appartenaient pas forcément au Parti communiste américain, elles n'étaient pas engagées dans le Parti communiste américain, mais elles s'engageaient dans des revendications contre le fascisme, contre le malheur des ouvriers, contre la haine raciale, ce genre de choses. Donc c'est vrai que Horton et Lehman en ont fait partie. Donc leur engagement est clair à ce niveau-là. Et Horton, à tel point que Horton, au début, il a créé, alors c'est quelqu'un de très éclectique, il a créé des chorégraphies qui ressemblaient un peu à ce qu'il avait vu à la Denny Shawn, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de monde, beaucoup de spectacles à son début, avec des danseurs de nationalités différentes parce qu'il fallait représenter l'Amérique. Enfin, c'était des pageant shows magnifiques qui avaient énormément de succès et qui pouvaient durer assez longtemps. Et puis, il est passé d'un coup à ces danses beaucoup plus politisées et il a été censuré. Et ce qui fait que son théâtre a dû fermer. Et du coup, il s'est aperçu que finalement, s'il voulait continuer à faire vivre sa troupe et continuer à vivre lui-même, eh bien, peut-être fallait-il passer à autre chose. Donc, sa période politisée a été relativement courte. Et après, il est passé à autre chose, en fait. Oui, donc, c'est vrai que la censure affecte ces artistes, les artistes modernes, dans leur création, dans leur façon de voir les choses, dans leur thématique et également dans leur gestuelle, hein, tout à fait, oui. À travers ces 4 exemples que j'ai donnés, c'est un fait. Merci beaucoup pour ces réflexions passionnantes. Alors, nous avons une question qui voudrait remettre un petit peu en cause certaines propositions des danseurs. C'est Stéphanie Decamp, notre collègue de Nanterre, qui la pose. Je la lis. J'aimerais savoir si, dans les cas évoqués par nos 2 intervenants, l'évocation d'une gestualité indienne, entre guillemets, autochtone, ou bien d'une gestualité afro-cubaine ou afro-colombienne, repose ou accompagne un travail de collecte ethnographique ou chorégraphique des dites gestualités. Est-ce qu'il y a vraiment une enquête approfondie sur ces gestes, de manière à départager la part d'idéalisation fantasmagorique de l'Indien ou de l'afro-cubain ou afro-colombien, la part de stylisation symbolique
et la part de transmission de traditions dansées plus ou moins structurées. Voilà, la question est posée à nos deux intervenants. Claudie, voulez-vous répondre? D'après les écrits des chorégraphes que j'ai mentionnés, les références à la gestuelle indienne, c'est plutôt une passion. Martha Graham n'a pas fait un catalogue de la gestuelle indienne très précise, une collecte de données chorégraphiques, si vous voulez. Hein, donc, c'est une façon de s'inspirer de pratiques chorégraphiques. C'est plus une ce que disait l'intervenant, une stylisation symbolique. Pour certains, une transmission, je ne suis pas certaine parce que Horton reprenait, il pensait que sa grand-mère était indienne, amérindienne d'ailleurs. Il reprenait des gestes qu'il voyait chez les Indiens, mais ce n'était pas véritablement dans le but de transmission. C'était dans le but de créer quelque chose d'original, de renouveler la danse et de faire une danse typiquement nord-américaine. C'est mon sentiment. D'accord, merci. Alors, pour répondre à Stéphanie Descamps, et déjà, je ne suis pas certain que stylisation dans les contextes de ces pratiques, et en tout cas de Losdarov, veuille dire idéalisation. Hein? C'est pas, je n'ai pas cette impression-là. Il faudrait donc peut-être clarifier, parce que non, je ne pense pas que ça parte d'un idéal, hein, de percevoir une communauté qui serait lointaine ailleurs. Non, c'est pas ça que je ressens. Et la deuxième chose alors, donc ethnographique, est-ce qu'il faut est-ce que le fait de pratiquer une ethnographie rendrait plus légitime la pratique de la fusion des danses? Je ne sais pas. Pour moi, c'est une grande question. Hein. En tout cas, ce que je peux dire pour Alberto Alonso, hein, et j'appelle afro-cubain, surtout parce que les Cubains eux-mêmes, c'est comme ça que eux, ils parlent. Enfin, j'ai fait référence aux études, enfin, Lázaro, je ne sais pas s'il est toujours là, Lázaro Benítez, qui a coordonné un très bel numéro monographique dédié donc, à Alberto Alonso, et pour les centenaires, en 2017, elle est disponible en ligne, de la revue La Jiribilla. Et donc, bon, et je me suis autorisé à parler en termes d'afro-cubains parce que les Cubains eux-mêmes nomment hein, leur gestuelle de cette manière-là. Ça, c'est une première chose. Alors, deuxième chose dans la démarche de Alberto Alonso, hein, que je ne vois pas comme une idéalisation, je vois, oui, une fusion de plusieurs choses, mais il invitait hein, beaucoup, il y a des danseurs de rumba hein, qui travaillaient dans des espaces de cabarets sans prétention, voilà, il avait cette démarche d'inviter hein, les praticiens d'un genre, on va dire, populaire pour venir hein, travailler avec sa troupe. Donc, ça, c'est. Donc, ça me paraît intéressant, moi, ça m'intéresse. Ce n'est peut-être pas ethnographique, mais il y a quand même un rapport non idéalisé hein, à une pratique de la danse, je crois, pour Alberto Alonso. Pour les couples, donc Losdarov, c'est plus complexe parce que déjà, enfin, ça ne s'est pas trop vu peut-être dans les premiers commentaires, mais ils viennent de la région caféière. Ce qui veut dire que, aussi bien, enfin, en termes de pratiques quotidiennes de la danse dans un contexte paysan, ils ont vu ça et ils ont peut-être grandi avec ces traditions-là. Et ils ont surtout été formés dans l'Instituto Popular de Cultura à Cali. Cet Instituto Popular-là, lui, cette institution-là, elle découle d'une vision
des intellectuels libéraux, donc c'est très précis pour les dates en Colombie, 1930-1946, la República libérale. Donc il y a un mouvement d'intellectuels qui, eux, vont faire cette démarche d'aller et se promener, enfin pas se promener, hein, de voyager et rester avec les paysans et découvrir les traditions, et donc enfin, des noms précis alors, Jacinto Jaramillo pour la Colombie, et Guillermo Abadía Morales, voilà, deux noms, hein, très importants dans l'histoire du folklore en Colombie. Eux, et ils ont donc fait ce travail plutôt ethnographique, j'imagine avec les outils qu'ils avaient à l'époque. Hein. Donc, les outils, je veux dire, enfin, anthropologiques, quoi, des praticiens de l'anthropologie et de l'ethnographie. Et c'est eux qui vont formuler, hein, cette formalisation des traditions dites folkloriques en Colombie, qui va donc imprégner les institutions et l'Instituto Popular, hein, de Cultura de Cali. Et c'est là, c'est cette vision libérale du folklore que peut-être los Darov vont un peu apprendre, sachant que, je cite Ophélia, et il y avait les côtés rock'n'roll qui les attiraient beaucoup, enfin plutôt Darío. Mais Ophélia, qui est aussi pédagogue, elle va beaucoup insister sur la texture paysanne du geste, hein, movimiento campesino, qui ne se veut pas spectaculaire, projectif, mais plutôt nourri d'une sorte de modestie aussi dans la tradition. Alors, donc, ce n'est pas de l'ethnographie, hein, los Darov n'ont pas fait cette démarche-là, ils ont été formés, hein, dans une institution qui, elle, peut-être dérive des études ethnographiques, mais je ne vois pas qu'il y ait idéalisation, pour autant. Merci beaucoup pour cette réponse nuancée. Le mot d'ethnographie, moi, me fait penser au ballet folklorico national du Mexique et au travail de Amalia Hernández à partir de 1952, et en particulier à la danza del venado, la danse du cerf, qui est une danse du nord-ouest du Mexique, une danse indigène qui a été reprise, stylisée et qui est devenu un des standards du ballet folklorico national encore aujourd'hui. Voilà, donc c'est intéressant. Là, il y a vraiment un travail précis, je crois, d'enquête, et ensuite une incorporation dans un but tout à fait nationaliste et culturel en même temps. Alors, on pourrait continuer sur ce terrain, mais l'heure avance et je me demande s'il ne serait pas venu le moment de visionner un petit extrait de West Side Story, puisque là, nous nous trouvons au point de synthèse transaméricain entre le latino et le new-yorkais, si vous en êtes d'accord. Et ensuite, chacun de nos intervenants, et Christine aussi, pourrait peut-être commenter cette scène. D'accord. Voilà, donc America. Donc, et je profite alors pour dire qu'il me semble que pour los Darov, dans leur projet gestuel, ils cherchaient un peu une fusion, hein, avec ce dynamisme-là de America. I like to be in America, okay by me in America, everything free in America. For a small fee in America. Buying on credit is so nice. One look at us and they charge twice. I have my own washing machine. What will you have though to keep clean? Skyscrapers bloom in America, Cadillacs zoom in America, industry boom in America, Wealth in a room in America. Lots of new housing with more space. Lots of doors slamming in our face. I'll get a
terrace apartment. Better get rid of your accent. Life can be bright in America. If you can fight in America. Life is alright in America. If you're all white in America. America, la 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 America, America. Here you are free and you have pride. Long as you stay on your own side. Free to be anything you choose. Free to wear tables and shine shoes. Everywhere crime in America. Organized crime in America. Terrible time in America. You forget I'm in America. Alors, la parole est peut-être à Claudie. Avec plaisir, oui. Donc, West Side Story, c'est l'exemple même de l'hybridité à la fois artistique et esthétique de Jérôme Robbins, qui a voulu transformer le ballet américain et qui l'a transformé. Comment a-t-il transformé ce ballet américain? En utilisant d'autres mouvements, en ayant recours déjà à la comédie musicale, au jazz, aux influences des danses des Afro-Américains et des Latinos. Donc, Robbins a mélangé tout ça dans sa danse classique, dans son nouveau ballet, et il a utilisé ça dans sa comédie musicale également. Donc, sa comédie musicale est véritablement le reflet de cet artiste qui est à la fois chorégraphe néoclassique et qui est à la fois chorégraphe de comédie musicale. C'est véritablement deux styles qui n'ont rien à voir. C'est deux styles complètement opposés. On ne pourrait même pas imaginer que la même personne puisse construire deux choses tellement différentes. Balanchine aussi s'est exercé à la comédie musicale. Donc, dans ce souci de renouveler le ballet, et puis dans le souci aussi de faire un petit peu d'argent. Mais c'est vrai que cette hybridité est hyper intéressante parce qu'elle est le reflet de l'Amérique finalement. Merci beaucoup. Ivan. Alors, c'est-à-dire que bon, ce sont les accents, non, et que je vois un peu apparaître de manière un peu troublante, en fait, finalement, hein, d'une danse comme celle que l'on vient de voir, hein, et dans le travail de Los Dados, hein, c'est inattendu, et pourtant l'archive photographique révèle ça, montre ça. Et puis, bon, parce que c'est un travail que je fais avec les enfants des deux danseurs, hein, donc c'est une mémoire familiale, hein, que je profite pour remercier d'ailleurs Francisco, Juliana et Alma. Et donc, à travers, par leur intermédiaire, en fait, j'ai pu récupérer aussi les mémoires de Darío et cette admiration qu'il a pour le personnage portoricain, pour ces danseurs-là qu'il se plaisait à imiter. Et je trouve ça très intéressant vraiment de comment se nourrit l'imaginaire d'un danseur, en fait. Le visuel est très connecté au kinesthésique et puis une recherche d'un dynamisme et un projet gestuel qui naît.
Donc, voilà, c'est le cinéma qui devient danse, puis bon, qui peut même trouver alors ce dynamisme-là un avenir inattendu dans le folklore colombien ou latino-américain, du côté de Los Daros. Et avec une résurgence, si je puis me permettre, une résurgence hispanique, andalouse, extrêmement marquée là dans la scène que nous avons vue. Exactement. Et pour moi, c'est quelque chose qui est apparu dernièrement. Hein, ces mouvements un peu qu'on aurait tendance à associer au flamenco, hein, el zapateo, qui était l'une des spécialités de Darío d'ailleurs. Hein. Aussi, il était un danseur de flamenco et de tango. Et donc, et encore, donc, il y a le côté latino, hein, avec le sens que cette identité peut avoir dans les contextes états-uniens, mais aussi il y a donc, quelque chose que l'on pourrait associer aux danses ibériques, hein, et le geste, un peu des gestes d'ailleurs que Alberto Alonso reprend aussi dans la danse du toréador à Carmen. Hein. Donc, voir que quelque chose du jazz dialogue autant avec cette hybridité, hein, dans cet esprit d'hybridité dont Claudie vient de faire mention, donc avec les traditions hispaniques et d'autres danses plus latino, mambo, et c'est complètement, comment dire, ça fait beaucoup penser à la porosité peut-être des identifications nationales finalement, hein? Surtout quand les danses circulent grâce au cinéma et ont cette diffusion, hein, énorme, vue par beaucoup de personnes, y compris les danseurs, voilà, qui peuvent nourrir leur projet gestuel à partir de ces sources-là. Merci beaucoup. Et je pense que Christine aurait sans doute des choses à nous dire sur la question de la comédie musicale qui lui tient à cœur. Oui, oui, tout à fait. Et du coup, ça me permettait de peut-être proposer à Ivan et Claudie de nous parler de leurs sources, hein, de leurs matériaux d'enquête, puisque là, on a vu un extrait du film de Robert Wise, donc de 61, mais il y a effectivement une comédie musicale à Broadway qui s'appelle West Side Story, qui démarre en 57, je crois, 57-58. Donc en fait, moi, je voulais vous demander à tous les deux, grâce à cet extrait, si vous pouviez nous dire un petit peu quel est le matériau d'historiographie des représentations, des spectacles, puisque là, on est dans une danse filmée, hein, donc évidemment de ce film de Wise. Donc quelles sont les traces que vous pouvez trouver, ou quels sont les lieux où existent encore, ou en tout cas sans doute des manques qui existent dans, non pas simplement des photos, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on archive, comment est-ce qu'on fait l'histoire d'un mouvement, comment est-ce qu'on fait l'histoire de quelque chose qui est rendu par un film. Alors, Claudie en particulier, qui nous parle donc de danse des années 20 et des années 30, il y a des problèmes physiques à la conservation du matériau des pellicules, mais même aussi pour des choses plus récentes. Donc peut-être est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, Ivan nous en a dit 2 mots sur l'archive, l'histoire orale, hein, de ces héritiers auxquels il parle, mais un petit peu voilà, de l'histoire, des collections, des représentations, des comptes rendus des représentations qui sont autre chose que simplement le film, la représentation filmée. La transmission est un problème très important pour la danse, puisque c'est un art éphémère. Donc c'est vrai que c'est la raison pour laquelle, dès le départ, les chorégraphes ont souhaité noter la danse, hein, donc dès l'époque de Bouchon d'ailleurs, la danse a commencé à être notée. Donc elle a toujours été notée par divers systèmes. Actuellement, en compagnie française, on a la compagnie d'Angela Prejlocage qui a quelqu'un qui travaille pour lui constamment et qui note tous ses ballets, hein, qui a une écriture, je crois qu'elle utilise l'écriture Bennett, mais en fait, elle a son écriture personnelle pour transcrire tous ses ballets. Elle suit la compagnie, elle suit les répétitions, elle est une mémoire. Alors, à la fois une mémoire elle-même, mais une mémoire dans ses écrits et dans ses dessins, dans ses chiffres. Donc, c'est vrai que l'histoire de la transmission est très importante.
Chez Martha Graham, c'était très problématique parce qu'elle concevait ses rôles sur elle. C'était elle qui dansait les rôles principaux. Et après, pour transmettre son rôle, lorsqu'elle n'a plus pu danser certains de ses rôles, ça a été très, très problématique. Parce que la danseuse qui reprenait le rôle n'arrivait pas à reproduire les gestes tels qu'elle les faisait, tels qu'elle les ressentait elle-même. Donc, ça a été quelque chose de difficile. Après, il y a des logiciels aussi de conservation, chez Cunningham notamment. Et puis, Cunningham, par exemple, n'a pas souhaité forcément que sa troupe continue, donc que la transmission de sa troupe, que sa troupe continue à transmettre son savoir, puisque sa troupe a dû arrêter après son décès, alors que Martha Graham, la Martha Graham Company, continue toujours à danser. Donc, en fait, c'est très variable d'un chorégraphe à l'autre. Bon, pour la transmission de la doctrine Humphrey-Whiteman, on a eu Lehman, donc, qui a été leur élève, leur disciple. Après, Humphrey a travaillé chez Lehman. Donc, la technique Humphrey s'est transmise de cette manière. Lehman et Humphrey ont travaillé à la Juilliard School à New York, ce qui fait qu'ils ont eu un nombre incalculable d'élèves du monde entier qui ont appris leur technique. Betty Jones, qui était également des membres de leur troupe et qui ont transmis cette technique, notamment en Europe et en France. Donc, la transmission se fait par les personnes, elle se fait par l'écriture, elle se fait par la vidéo, mais elle reste, je pense, quand même très difficile dans le domaine de la danse, notamment pour transcrire des énergies. Parce qu'on peut retranscrire des rythmes, on peut retranscrire des pas, mais retranscrire une énergie, c'est autre chose. Merci beaucoup, Claudie. Alors, on arrive près de la fin, donc Ivan, votre conclusion sur ces sujets. Sur les sujets ou sur la question des archives? Sur la question des archives, pardon. Oui. Alors, donc, à propos du travail de Los Darov, c'est passionnant parce que tout est à faire et c'est un travail en collaboration parce qu'Ophélia nous aide. Donc, on a 2h30 d'entretien, on échange des mails avec Ophélia et quand on a des questions précises, et il y a les 3 enfants, donc Francisco, Juliana et Alma, qui sont, donc Alma vidéaste et Francisco et Juliana danseurs, et qui ont reçu la transmission en partie de ces danses-là. Mais donc la famille a des archives qui étaient pas constituées comme telles, justement, et le travail a été celui-là depuis 2017 par là, donc on a à peu près une centaine, un peu plus de photos et des coupures de presse, non datées. Il y a quand même un travail à faire à ce niveau-là pour que ça puisse être vraiment accessible à toute personne intéressée. Et puis, il y a les mémoires de Dario. Et Dario, il a aussi ce que les artistes appellent les books, c'est-à-dire l'album. Il avait des photocopies, trois cahiers de ces albums, plus ses mémoires. Donc, tout ça fait plus la mémoire orale d'Ophélia qui se souvient de beaucoup de choses. Et donc, là, je pense que, méthodologiquement, il y a à la fois la mémoire orale qu'on peut faire dialoguer avec la mémoire, les études plus du côté de l'histoire pour arriver à compléter. Pour un mot juste pour les sources sur les artistes de Cuba, comme ce sont des artistes très connus, et d'ailleurs, je profite pour dire qu'il y a récemment, depuis 5 ans, comme une sorte de vogue d'études sur la comédie musicale, et en particulier donc, à propos du travail d'Alberto Alonso. Donc, aux États-Unis, il y a Elizabeth Schwall qui travaille beaucoup, avec des archives que moi, je ne peux pas voir, mais elle cite beaucoup. Par exemple, elle a fait un travail génétique sur les livrets du film que l'on vient de voir. Et grâce à ces transcriptions, ces archives, je n'ai pas encore pu les consulter. Je crois qu'elles ont aux États-Unis, si je ne me trompe pas, à Miami. Donc, je me trompe peut-être, mais en tout cas, je n'ai pas pu y accéder, mais les nouvelles recherches par les transcriptions font que je puisse y accéder. Et beaucoup, alors, les archives à New York,
parce que cette partie donc de la Performance on Arts Library, celle qui est au Lincoln Center, je crois. Donc, il y a un fonds documentaire. Et pour Alicia Alonso en particulier, les années 40, enfin 50, ça n'intéresse pas grand monde en ces moments. Donc, moi, j'ai été fouiller un peu. Et voilà. Et il y a des sources très intéressantes en anglais d'Alicia Alonso et qui disent des nuances, oui, une vraie pensée de la danse est différente en tout cas de ce qu'on trouve dans ses écrits en espagnol. Merci beaucoup, many thanks, muchas gracias. Nous arrivons à la fin de cette belle soirée et nous allons rendre l'antenne à l'École normale supérieure en la personne de Roland Béard qui va faire le lien avec la séance suivante. À toi, Roland. Oui, bonsoir. Alors, merci à tous pour la merveilleuse présentation de ce soir. Le mois prochain, eh bien, nous aurons le plaisir d'assister à la présentation de 2 ouvrages de la collection des Amériques au Presse universitaire de Rennes. Et la séance sera coordonnée par Laura Lema Silva. D'une part, nous aurons l'intervention de Marion Robineau, auteur de Religieuses et Amérindiens de 2020. Et d'autre part, nous aurons l'intervention de Laurence Charlier, auteur de L'Homme-Proie de 2015. Merci à tous pour cette passionnante présentation. Nous avons tous beaucoup appris sur l'art de la danse entre le Nord, le Sud, comme toujours, dans l'aller-retour. Merci beaucoup.